l'inutilité de l'œuvre d'art semble être un bon moyen de produire une distinction conceptuelle relativement efficace pour différencier, dans le champ des artefacts, donc des objets produits par la main humaine, ce qui relève de l'art et ce qui n'en relève pas. Ainsi, l'œuvre d'art se caractériserait d'abord par une absence d'utilité technique. Il n'y a pas d'usage de l'œuvre d'art. Pour le dire plus justement, la valeur d'une œuvre ne dépend pas de l'usage que l'on peut en avoir. Ce n'est pas l'utilité pratique de l'œuvre qui donne à l'œuvre d'art sa dimension. Et d'ailleurs, si on admet qu'une œuvre d'art peut avoir une utilité, on admet aussi que l'œuvre d'art est précisément quelque chose qui ne peut pas être épuisé par cette utilité, qui ne peut pas donc périmer par exemple, ou être considéré comme sans valeur parce qu'inutile. Alors que la valeur de l'objet produit par l'artisan dépend de son utilité. La dimension esthétique de l'objet compte fondamentalement moins que l'usage que l'on peut en faire. Une chaise qui s'écroule sous votre poids ne peut, en tant qu'objet technique, c'est-à-dire ayant une finalité, un but, un objectif précis, être considérée comme une bonne chaise. L'idée que l'œuvre d'art se caractérise par son inutilité de principe est justement l'axe que choisit Hannah Arendt pour définir la place spécifique des œuvres d'art dans le champ des artefacts humains. Elle essaye d'opérer une sorte de classification des différents objets que l'être humain est capable de produire, d'inventer, de construire, et dans cette distinction, les œuvres d'art tiennent une place particulière. Alors voilà un extrait de La crise de la culture, écrit par Hannah Arendt et qui traite de cette question. Parmi les choses qu'on ne rencontre pas dans la nature, mais seulement dans le monde fabriqué par l'humain, on distingue entre objets d'usage et œuvres d'art. Tous deux possèdent une certaine permanence, qui va de la durée ordinaire à une immortalité potentielle dans le cas de l'œuvre d'art. En tant que tels, ils se distinguent d'une part des produits de consommation, dont la durée au monde excède à peine le temps nécessaire à les préparer, et d'autre part des produits de l'action, comme événements, les actes et les mots, tous en même temps si transitoires qu'ils survivraient à peine à l'heure ou au jour où ils apparaissent au monde, s'ils n'étaient conservés d'abord par la mémoire de l'humain, qui les tisse en récit, et puis par ses facultés de fabrication. Du point de vue de la durée pure, les œuvres d'art sont clairement supérieures à toutes les autres choses. Comme elles durent plus longtemps au monde que n'importe quoi d'autre, elles sont les plus mondaines des choses. Davantage, elles sont les seules choses à n'avoir aucune fonction dans le processus vital de la société. À proprement parler, elles ne sont pas fabriquées pour les humains, mais pour le monde, qui est destiné à survivre à la vie limitée des mortels, au va-et-vient des générations. Non seulement elles ne sont pas consommées comme des biens de consommation, ni usées comme des objets d'usage, mais elles sont délibérément écartées des process de consommation et d'utilisation, et isolées, loin de la sphère des nécessités de la vie humaine. Hannah Arendt réalise ainsi une classification des objets du monde et les distingue en deux catégories, les naturels et les fabriqués. Or, les objets fabriqués qui nous intéressent ici, les artefacts, se distinguent eux-mêmes en deux sous-catégories, qui sont d'un côté les objets permanents et de l'autre les objets non permanents. Ce qui va donc distinguer chez Arendt d'abord les différents objets produits par la main humaine, par la technique humaine, par le savoir-faire humain, c'est leur durée, c'est-à-dire leur inscription dans un temps plus ou moins long. Le critère d'évaluation est ainsi leur durabilité, mais cette durabilité dépend de la fonction qu'on peut en avoir. Dans le texte, Arendt considère les produits de l'action comme transitoires. Ils sont extrêmement éphémères. Les produits de l'action désignent en fait l'acte qui cherche à produire quelque chose. Ainsi, mon action produit par exemple un mouvement spécifique et c'est ce mouvement qu'Arendt appelle produit de l'action. Si je peins, je dois repeindre mon appartement par exemple, on pourra dire que le produit de mon action sera le fait de peindre. Or, ce produit est d'une courte durée. Je ne peins pas pendant des mois. Les produits de l'action sont utiles indirectement puisqu'ils visent une finalité précise. Je peins ce mur parce que je dois rendre cet appartement, qui peut aller de la réalisation d'un objectif précis, cette finalité, à la mise en relation des sujets entre eux,
C'est ce qui se passe, par exemple, les produits de l'action politique, la conversation, le dialogue politique. Les produits de consommation sont les objets qui doivent être consommés et qui ne visent pas à la conservation. Ils sont eux aussi utiles. Donc là, vous pouvez penser, je sais pas, à un tube de dentifrice. Le dentifrice, c'est un objet de consommation. Pourquoi ? Parce qu'il est détruit en même temps qu'il est utilisé. On le consomme. Et donc, évidemment, il n'est pas permanent, il n'est pas fait pour durer dans le temps. Enfin, les objets d'usage excèdent la courte durée des produits de consommation et de l'action, parce qu'ils visent évidemment à durer bien plus longtemps. On utilise un vêtement, un balai, une table pendant un certain temps. C'est cette durabilité qui donne aux objets du monde une relative indépendance par rapport aux humains qui les ont produits, qui s'en servent, une objectivité qui les fait s'opposer, résister au moins quelque temps à la voracité de leur auteur et usager vivant. À ce point de vue, les objets ont pour fonction de stabiliser la vie humaine, écrit Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ces objets d'usage ont une forme de permanence. Là-dessus, peut-être que la situation a un petit peu changé, et on va y revenir, mais à l'époque d'Hannah Arendt, une table pouvait traverser 2-3 générations malgré tout. Et donc, elles avaient une fonction qui allait au-delà de leur usage, en quelque sorte. Elle dit, Hannah Arendt, qu'ils stabilisaient la vie humaine. C'est-à-dire, ces objets permettent de produire d'une manière assez subtile et assez intéressante philosophiquement, une sorte d'unité dans le devenir humain. Ce qui fait mon lien aussi avec les générations qui me précèdent, ce sont les objets qu'ils ont laissés derrière eux. Les bâtiments, les meubles, les œuvres d'art potentiellement, mais justement dans le cadre familial par exemple, tout ce mobilier qui m'est légué et qui porte la trace de mes ancêtres. Alors, évidemment, si on revient à notre époque, la notion d'obsolescence, et parfois même d'obsolescence programmée, dans le monde contemporain, tend à dissoudre les objets d'usage dans les objets de consommation. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors l'obsolescence, c'est un concept qui désigne le fait que les objets se périment, deviennent inutilisables. C'est ce qui se passe par exemple quand votre ordinateur ou votre machine à laver se met au bout d'un moment à ne plus fonctionner. Il marchait très bien, et vous l'aviez depuis un certain temps, mais quelque chose est cassé, il n'est pas réparable, on le jette. Le monde contemporain a tendance à faire disparaître un peu les objets d'usage, c'est-à-dire des objets à une temporalité relativement longue, parfois au moins d'une génération, et on a tendance, avec même le mobilier d'ailleurs, à produire des objets qui vont être rapidement, parfois presque consommés. Pareil pour les vêtements, avec ce qu'on appelle la fast fashion, donc des vêtements qui vont être mis peut-être pendant 1 an, parfois moins, puis jetés immédiatement. Donc là, ça pose une question philosophique, au-delà de notre réflexion sur l'art. Ici, Hannah Arendt, elle pose finalement un portrait sur la question des objets, qui ne sont pas des anecdotes. Les objets de notre monde sont évidemment ce qui constitue notre environnement, et donc notre manière d'y habiter. Bon, ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que pour Hannah Arendt, l'ensemble de ces objets peuvent être distingués des œuvres d'art, en ce que l'œuvre d'art est, elle, potentiellement immortelle, potentiellement éternelle. Et elle l'est parce qu'elle n'a rien à voir avec un usage, une utilité. L'œuvre d'art est exclue du champ de l'utile. Les œuvres d'art, dit Arendt, sont les plus mondaines des choses. Alors mondaine ici, ça ne veut pas dire relatif à la bonne société. Mondaine, ça ne veut pas non plus dire que ça appartient au monde entier, ça ne veut pas dire mondial. L'œuvre d'art est mondaine parce qu'elle est faite pour le monde, au sens défini plus haut, c'est-à-dire l'environnement culturel et matériel durable, façonné de la main de l'homme, qui crée le lien humain de génération en génération. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ce que ça veut dire, c'est que, puisque ces objets, les œuvres d'art, ne sont pas utiles, elles n'ont pas une fonction, un usage précis, elles peuvent traverser les époques. Il n'y a pas de moment où on pourrait dire des peintures de la grotte de Lascaux ou des fresques de Fra Angelico à Florence qu'elles sont devenues inutiles.
elles avaient peut-être une fonction, hein, une fonction par exemple rituelle, religieuse, elles avaient même, c'est certain, d'autres fonctions que celles qu'on leur accorde aujourd'hui, mais au-delà de ces fonctions, il y a quelque chose qui est inutile en elles et qui pourra toujours être reconnu. Et donc elles sont faites pour le monde, pas pour l'être humain, pas pour son usage, mais pour témoigner de quelque chose. Alors, la position de Arendt est intéressante, parce qu'elle permet de préciser une conception de l'œuvre d'art assez classique, qui est que l'œuvre d'art, finalement, c'est quelque chose, et le geste artistique est un geste inutile par excellence, qui ne vise pas à un but précis, ou s'il vise un but, c'est pas un but utile. Toutefois, et je crois qu'il est important de le souligner, même si la réflexion est riche et qu'elle peut être utilisée pour pouvoir avancer dans une réflexion philosophique, cette position est critiquable du point de vue des productions de l'art contemporain qui cherchent parfois, justement, à interroger cette hypothétique éternité des œuvres et à mettre en question le statut même d'œuvre. Néanmoins, donc, elle permet de comprendre en quoi un objet peut être apprécié comme une œuvre d'art, dès lors qu'il excède dans sa réalité l'usage qu'on peut en avoir, dès lors que par sa disposition il propose autre chose qu'un usage, peut-être alors rentre-t-il dans le domaine de l'art. C'est ce que dit Panofsky, qui est un historien d'art très important, qui considère qu'une œuvre est une œuvre quand l'appréciation esthétique l'emporte sur la fonction. Nous avons alors affaire à une esthétique, hein, le terme esthétique vient du grec aesthésis qui veut dire la perception, qui considère que l'art naît dans un regard qui s'attache au style, à la forme. Alors, c'est pas facile quand même cette notion, parce que sans même rentrer jusqu'à la question de l'art contemporain, et d'œuvres d'art qui vont interroger ce caractère durable, éternel potentiellement, je pense par exemple ne serait-ce qu'à la notion de performance, hein, qui au départ au moins interrogeait précisément cette éternité potentielle des œuvres en proposant au contraire quelque chose en quelque sorte qui relevait plus d'une consommation au sens où le définit Arendt, c'est-à-dire quelque chose qui disparaît en étant pratiqué. Sans aller jusqu'à cette réflexion-là sur l'art contemporain, il faut reconnaître que cette dimension de l'œuvre d'art éternelle est problématique parce qu'il a toujours existé des œuvres d'art qui semblent impliquer un fonctionnement, et même des arts entiers qui semblent être faits d'abord ou aussi pour l'usage. L'architecture, par exemple, il semble difficile d'imaginer un travail architectural qui ne pense pas en même temps son usage. Alors Hannah Arendt pourrait nous rétorquer, oui mais si vous rendez la cathédrale de Notre-Dame de Paris inutilisable, non fonctionnelle, c'est pas pour autant que vous allez la détruire. C'est donc bien que la cathédrale est en même temps une œuvre d'art. Sa fonction ne l'épuise pas. On ne peut pas considérer que si elle est inutilisable, si elle ne sert plus à rien, on va la détruire. Alors, on peut riposter à Hannah Arendt qui a des courants entiers de l'architecture qui conditionnent leur travail esthétique, artistique, justement au fonctionnement, à la fonction, à l'utilité technique. Le fonctionnalisme, par exemple, qui est un courant architectural qui considère que la forme des édifices doit correspondre à leur utilisation, semble contredire un petit peu l'hypothèse de Arendt. Une telle approche fonctionnaliste de l'architecture est mise en œuvre notamment par l'école du Bauhaus entre 1919 et 1933. Alors l'un des grands architectes, c'est Walter Gropius, qui est directeur de cette école, et qui considère qu'il faut associer l'art et l'artisanat, qu'il faut revenir à une dimension fonctionnelle du travail artistique et inscrire la vie concrète dans la pensée architecturale. Ce qui est intéressant, c'est que les façades, par exemple, dans l'architecture du Bauhaus, correspondent à des exigences liées à l'activité qui se déroule à l'intérieur. Par exemple, on va mettre des fenêtres horizontales qui va permettre d'avoir un éclairage adéquat. On va ouvrir des grandes baies vitrées dans les cages d'escalier pour limiter l'obscurité de ces cages d'escalier et permettre d'avoir de ne pas avoir à allumer continuellement la lumière, etc. Les ateliers ont des façades en verre immenses qui permettent de faire rentrer un maximum de lumière. Donc il y a beaucoup
de conception ici qui semble être en lutte, en conflit avec la théorie de Arendt, d'une opposition en quelque sorte avec l'idée selon laquelle il y aurait une éternité potentielle des œuvres d'art. Par ailleurs, sans parler de l'architecture, il y a aussi des arts qui semblent être par nature éphémères, comme la danse, comme le théâtre, ou même, alors la musique, même si c'est plus compliqué, parce que la musique, on pourrait dire que c'est la partition qui est éternelle, mais la notation chorégraphique, elle, ne semble pas restituer le mouvement, pas être capable de restituer le mouvement du corps, et puis en plus il y a des grands problèmes de notation chorégraphique. C'est aussi d'ailleurs un vaste sujet en philosophie, en esthétique de la danse, si ça vous intéresse. Mais bon, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que cette théorie-là de l'éternité de l'œuvre d'art, elle est problématique, parce qu'on pourrait comprendre, malgré tout, on pourrait encore dire, si Arendt n'a pas tort, parce que, évidemment, que la fonction n'épuise pas le geste du danseur, même si ce geste ne dure pas, et qu'il semble être relatif à quelque chose qui disparaît à peine a-t-il été produit, donc ça ressemblerait plutôt à un produit de l'action. Ce que veut dire Arendt, si on essaie d'être son avocat, c'est qu'elle pourrait dire oui, mais si vous enregistrez cette danse, si vous avez un dispositif pour la capter, cette danse, bon, elle reste éternelle, c'est-à-dire il n'y a pas un moment où cette danse va devenir obsolète, où elle ne va plus être utile, elle ne va plus avoir du sens, alors que tous les autres objets, même les produits de consommation, les produits d'usage, les produits de l'action, ils peuvent être obsolètes. Hein. Si je peins un appartement complètement décrépit, mon geste de peindre est devenu obsolète. Donc, il y a quelque chose de problématique, mais en même temps, ça semble résister. Ce qu'on voit apparaître finalement dans cette réflexion-là, c'est toute une problématique d'une définition philosophique de l'art qui semble se heurter à des réalités toujours différenciées. Au bout du compte, c'est le concept même d'œuvre qui est extrêmement problématique, en ce qu'il implique une essentialisation de l'art, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une essence de l'art qu'on devrait trouver dans les objets. Or, peut-être qu'il faut préciser cette idée, ou peut-être même opérer une critique de ce concept originel à partir duquel nous avons commencé à penser. Peut-être que la notion même d'œuvre est une conception problématique parce qu'elle tend à faire croire que ce qu'il y a d'art, ou que la notion d'art se niche dans l'objet. Et donc ce qu'on va essayer de voir, c'est comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à l'art, parler d'art, sans parler nécessairement d'abord des œuvres. De quoi serait faite une philosophie de l'art qui parlerait d'autre chose que des œuvres d'abord.